Et si nous étions conduits vers un moment déterminant dans ce que certains appellent la guerre Israël-Hamas et d'autres le conflit israélo-palestinien, mais qui n'est au fond peut-être que la chronique de l'écrasement sanglant d'un peuple. Enfin, le président américain Joe Biden, lui-même pris à la gorge en pleine période préélectorale par une partie de l'opinion publique démocrate qui se rebelle contre lui, menace de ne plus livrer des armes à l'État d'Israël après l'attaque de Rafah ordonnée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais l'histoire nous enseigne que les lignes rouges américaines sont souvent de la pure rhétorique non suivie d'effets, comme on l'a vu à maintes reprises lors du conflit syrien avec Barack Obama. Qu'est-ce qui relève de la pure communication à usage interne et de la réelle inflexion de politique étrangère? Et si, au fond, Washington retire ses billes maintenant et que cela arrête la main de Tel Aviv, cela ne sera-t-il pas une illustration de son impardonnable complicité, voire co-responsabilité, dans cet insupportable amoncellement de crimes de guerre? La parole de la France officielle, qui semble regarder ailleurs, a-t-elle sur ce sujet assez d'importance pour finalement qu'on s'y arrête? De ce sujet, mais également de la visite en France de Xi Jinping, le président chinois, on parle dans cette nouvelle édition du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po, sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors cette fois-ci, Joe Biden a tapé du poing sur la table contre Benjamin Netanyahou qui a lancé l'offensive de Rafah en dépit de la désapprobation mondiale. Il menace pour la première fois de stopper certaines livraisons d'armes à Israël. Washington menace pour la première fois de cesser des transferts d'armement vers Israël en cas d'offensive majeure à Rafah. Israël a lancé une opération militaire limitée dans la ville mardi, prenant le contrôle opérationnel du passage frontalier avec l'Égypte côté gazaoui et fermé les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire. We continue to have concerns about a potential Rafah operation. We have made that quite clear. We've made it clear with the Israeli government privately, and of course, everyone from the president on down has made that clear publicly. Selon un haut responsable américain, le pays a suspendu la semaine dernière le transfert de près de 3500 bombes de poids différents vers Israël. Plus de 1 400 000 Palestiniens ont trouvé refuge à Rafah sur les conseils de l'armée israélienne qui l'a déclarée zone de sécurité. La veille de l'entrée de l'armée à Rafah, celle-ci a ordonné à environ 100 000 Palestiniens d'évacuer l'est de la ville. À ce stade de notre observation, doit-on prendre au sérieux la mise en garde de Joe Biden? Alors, c'est le second petit glissement qui nous fait quitter lentement le seul domaine de la rhétorique pour entrer dans celui de l'action. Le premier glissement, tu t'en souviens, c'est lorsque les États-Unis ont opposé non pas un veto, mais une abstention à la résolution du Conseil de sécurité sur le cessez-le-feu. Ils étaient isolés d'ailleurs à l'époque. Ce n'était pas non plus un vote approbatif, c'était en tous les cas un vote qui permettait à ce Conseil de sécurité de produire une résolution en principe contraignante, mais en fait, cette résolution n'a contraint personne. Là, c'est le deuxième, puisqu'il ne s'agit pas de dire « nous ne livrerons plus d'armes », mais Biden dit « nous ne livrerons pas ces armes offensives », en gros, quelque chose comme 3500 obus nécessaires pour l'attaque sur Rafah. Alors, le premier pas n'a eu aucun effet. Est-ce que ce second pas en aura davantage? On peut en douter. On peut en douter pour plusieurs raisons. D'abord parce que Israël dispose des ressources nécessaires pour procéder même immédiatement à une attaque sur Rafah. Si le conflit venait à durer, là, l'effet paralysant serait plus important. Deuxième élément, si tu as remarqué, depuis un certain temps, la rhétorique israélienne se vante de cette détermination de faire tout seul ce que l'État israélien considère comme indispensable de faire. C'est une sorte
de galons supplémentaires que s'attribue le Premier ministre israélien. Nous sommes indépendants et nous ferons ce que nous voudrons. Nous n'avons pas besoin des États-Unis. Petite musique qu'on entendait déjà, par exemple, dans la bouche de MBS, c'est-à-dire du prince héritier d'Arabie Saoudite. Dieu sait, si l'Arabie Saoudite était inféodée aux États-Unis, là, elle commence à dire, quelles que soient les décisions et les choix de la Maison-Blanche, nous, on fera ce qu'on voudra. C'est une petite mode. Donc, il n'est pas sûr, à la limite, que Benjamin Netanyahou ne sache pas s'accommoder d'une sorte de rodomontade, c'est-à-dire cette bravade dans laquelle il affiche qu'il est capable d'agir tout seul et qu'il n'a pas besoin de patron. Donc, pour l'instant, je ne dirais pas que la rupture est consommée entre Washington et Tel Aviv. Nous n'en sommes pas là. Mais on est quand même dans une escalade qui va au-delà de la rhétorique. On est entre les phrases gratuites, ça c'est ce que l'on a vu presque du 7 octobre jusqu'à il y a quelques semaines. On a quitté cet espace, mais on n'est pas encore vraiment dans l'action de pression contraignante. On est entre les deux, on est dans une sorte de « en même temps », si tu veux bien. C'est-à-dire, on soutient Israël, mais en même temps, on lui fait remarquer qu'on n'est pas d'accord. On est sensible au massacre des populations gazaouis, mais en même temps, on ne se retire pas de cette alliance historique qui lie les États-Unis à Israël pratiquement depuis la création de cet État. C'est un point d'équilibre qui, comme tous les points d'équilibre, n'aboutit à rien. Un point d'équilibre, c'est un leurre, c'est un fantasme. Ça n'existe pas dans la réalité. Ce qui compte, c'est ce qui détermine l'action. Le point d'équilibre, il détermine tout simplement une position qui permet de parler à tout le monde, de ne créer aucun ressentiment définitif qui viendrait bloquer une situation. Pendant ce temps-là, les campus universitaires, eux, ne désarment pas. Ils n'ont pas du tout été impressionnés par le change donné par Biden. Donc, je crois qu'on en est décidément au même point qu'au départ, mais avec quand même l'idée qu'il y a un moment où il faudra aller au-delà. Mais ce moment, ça sera peut-être le jour d'après l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui, la mi-mai, et l'élection présidentielle début novembre, il n'y a plus beaucoup de temps. Et que donc, il n'est pas sûr que Biden soit obligé à faire des choix déchirants d'ici là. Alors, de fait, cette mise en garde, on l'a dit, intervient alors que les élections américaines approche et que Joe Biden est mis en difficulté par les campus et la part habituellement la plus mobilisée de son électorat. Alors on peut penser qu'il veut calmer une partie de ses électeurs à bon compte et que finalement, enfin tu parles du jour d'après la présidentielle, mais peut-être qu'il aura besoin dans les semaines avant la présidentielle de faire quelque chose un mouvement sérieux pour ne pas se condamner lui-même à la défaite, ou alors il est prêt à se sacrifier pour Israël? Alors, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, première erreur, on a sous-estimé le poids des opinions, et en particulier des opinions de la jeunesse et de la jeunesse universitaire dans l'évolution du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que l'équation de Biden est typique de l'équation de l'homme politique normal, banal, c'est-à-dire faire en sorte que l'opinion publique ne soit pas trop mécontente de ce que je fais, mettre suffisamment de pommade pour que ma politique soit jugée acceptable par l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle la politique cosmétique, en quelque sorte. Mais je pense qu'on est face à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important. Ce qui se passe dans les campus universitaires aux États-Unis, en Europe,
en France en particulier, y compris dans mon propre établissement, c'est une lame de fond considérablement plus profonde, qui, je crois, est en train d'annoncer une nouvelle séquence dans l'histoire des relations internationales. Car ce conflit israélo-palestinien n'a pas seulement montré l'indifférence, la tétanie des diplomaties, l'incapacité de renouveler le discours, la vision, les directions, les orientations prises notamment par les États-Unis. En réalité, les jeunes nous font entrer dans les nouvelles relations internationales où il s'agit de démontrer que la souffrance humaine ne peut plus être une monnaie de la puissance. Parce que c'était comme ça depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire, pour affirmer sa puissance, on sacrifiait une partie du capital humain. Et ça, c'était quelque chose d'accepté. Il y a eu quelques frémissements pendant la Première Guerre mondiale, mais c'était accepté. Et les morts de la Première Guerre mondiale restent glorifiés comme étant la quintessence du patriotisme. Avec la Seconde Guerre mondiale, les choses ont commencé à changer parce qu'on s'apercevait qu'au-delà des guerres entre nations, c'était des guerres idéologiques, où il s'agissait de se lever contre le monstre nazi. Mais nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la conflictualité mondiale où ce n'est plus la rivalité de puissance, où ce ne sont plus les intérêts nationaux, comme disent tous les doctrinaires de la théorie réaliste des relations internationales qui commandent. Ce sont des phénomènes beaucoup plus compliqués que ça parce que ce sont les peuples qui directement sont en cause. Ce que nous vivons déjà à travers le conflit russo-ukrainien, mais aussi à travers la plupart des conflits africains, le conflit du Sahel, le conflit du Soudan, le conflit de la Corne de l'Afrique, les conflits du Moyen-Orient, le Yémen, mais surtout le conflit israélo-palestinien, c'est une guerre des peuples. Et cette guerre des peuples, elle s'est incarnée dans cette conscience de l'opinion publique mondiale et en particulier de cette conscience estudiantine. Donc, quand Biden explique que on va leur rendre un peu de monnaie et puis comme ça on va rétablir un équilibre, il se trompe. Nécessairement pour lui, ça finira mal. Parce que oui, il faut qu'il revoie complètement sa politique étrangère et ça, il n'est pas prêt de le faire. Ou alors il va sombrer corps et bien avec un modèle, une conception, une vision des relations internationales qui appartient non seulement au siècle dernier, mais au millénaire dernier. Et donc, quand je disais que aux élections présidentielles, il ne se passera peut-être pas grand-chose, c'est parce que ce mouvement est un mouvement tellement profond qu'il est en train de remodeler le monde. Et là, c'est pas en disant « Ah ben oui, on soutient Israël, oui, on débloque 13 milliards », faut pas oublier que la Chambre des représentants a voté 13 milliards de soutien militaire à Israël. Mais en revanche, il y a 3500 obus qu'on ne livrera pas. Il ne se sortira pas de cela parce que la pression de l'opinion publique, elle n'est pas sur le point de savoir si on doit attaquer Rafah ou pas, si on doit livrer 3000 obus ou pas. La pression de l'opinion publique, elle consiste à dire nous sommes en train de découvrir cette guerre de l'humain, quoi, en quelque sorte, et nous ne voulons plus que l'humain soit sacrifié au jeu de l'équilibre de puissance. Ça, c'est pas quelqu'un du calibre de Biden, ni des chefs d'État européens actuellement au pouvoir, qui pourra réinventer la chose. C'est en quelque sorte, proportion gardée, la réincarnation politique d'un Emmanuel Kant que l'on attend comme solution à ces questions. Vous avez des gens qui ont réussi déjà à penser quelque peu la chose. Boutros-Ghali, Kofi Annan, par exemple, qui l'ont dit, qui l'ont exprimé. Même on sent chez Gutiérrez une petite sensibilité à cet argument. Mais je regardais ce matin les mouvements qui ont eu lieu à Malmö, par exemple, à propos de l'Eurovision. Et qui voyait-on dans les cortèges ? Greta Thunberg.
Greta Thunberg, moi je ne la connaissais pas jusqu'à présent comme étant une militante de la cause palestinienne. Elle a été interviewée. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle n'a pas dit vive la Palestine ou la Palestine du fleuve à la mer ou des trucs comme ça. Non, elle a tout simplement dit nous les jeunes, nous avons conscience d'entrer dans un autre monde qui fait que aussi bien les questions écologiques que les questions de survie des peuples, de non-sacrifice des peuples devient l'élément essentiel de notre nouveau millénaire. Biden, il appartient au millénaire passé, comme la plupart des dirigeants de notre monde, qu'il s'agisse de Poutine, qu'il s'agisse des dirigeants européens. Mon obligation de réserve de fonctionnaire m'empêche de les nommer, mais en fait, ils se ressemblent tous dans cette cécité par rapport à ce nouveau monde. À chaque fois qu'il y a une crise grave, et le 7 octobre a été une crise fondatrice, eh bien, on voit une accélération de ce processus de transmutation des relations internationales. Si on n'en a pas conscience, eh bien, là, on va, je dirais, à la complète dérive. Alors, pour revenir aux États-Unis et à Biden, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard dans notre point de vue ? Par exemple, si Benjamin Netanyahou s'arrête suite à la mise en garde américaine, ça veut dire que les États-Unis sont co-responsables des désastres passés. Et s'il ne s'arrête pas, ça veut dire que les États-Unis ont perdu toute influence au Proche-Orient. Il n'y a pas de solution gagnante. Oui, je crois. Mais alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit il y a un instant, mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, il n'y a plus de solution gagnante parce que nous sommes dans un monde où le social court plus vite que le politique et où surtout les logiques d'interdépendance et de conscientisation des peuples, ces logiques sont telles que l'hégémonie n'a plus de siège pour s'asseoir. L'hégémonie n'est plus possible. Pourquoi, tout à l'heure encore on le disait, tant de responsables de Sud et, je dirais, quelquefois de petits pays du Sud font de véritables doigts d'honneur aux hégémones, que ce soit des hégémones européens ou américains, c'est tout simplement parce que l'interdépendance est telle que chacun se sait à l'abri de ce qui autrefois aurait été une pulvérisation. Sous la bipolarité, dire non aux États-Unis ou à l'URSS selon qu'on était client des États-Unis ou de l'URSS, c'était suicidaire. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc de toute façon, les États-Unis sont perdants. C'est un cauchemar pour les États-Unis depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, Blinken est allé 7 fois au Proche-Orient, Biden y est allé une fois, la plupart des responsables occidentaux y sont allés, y sont retournés, et rien. Il n'y a pas eu un message donné par ces responsables qui ait eu un effet. On a changé de monde et c'est fini. L'hégémonie des États-Unis, alors il y aura toujours, bien entendu, des manifestations hégémoniques à travers l'économie mondiale, à travers le soft power et le poids de la culture ou des universités américaines. Bien sûr, ça je ne le nie pas. Mais lorsqu'on est face à des problèmes et des choix politiques, des choix de gouvernement, ça ne marche plus. Et Netflix et Harvard sont plus influents que Joe Biden ? Bien entendu, mais bien entendu. Parce que, je disais tout à l'heure que le social courait plus vite que le politique, le levier politique déjà n'est plus crédible. Et non seulement il n'est pas crédible, mais il n'est pas efficace. Et donc, la capacité de l'hégémone, comme on disait autrefois, de modifier le comportement du plus petit, du client, du petit frère, du protégé, cette capacité, elle est quasiment anéantie. Et d'ailleurs, que M. Poutine ne se fasse aucune illusion. Sa capacité de pression, elle est nulle. Simplement, il bénéficie de la volonté d'un certain nombre de pays du Sud qui en ont trop bavé des sujétions à l'ordre occidental et qui prennent à travers une sorte de
poutinophilie, une revanche symbolique sur les dominations maladroites qu'ils avaient à subir autrefois. Alors, est-ce que, vu d'Israël, l'agacement de Joe Biden peut devenir un problème de politique intérieure, un risque d'isolement pour Netanyahou face à un camp plus raisonnable, d'autant plus que l'offensive de Rafah vient comme contrarier des pourparlers avec le Hamas qui auraient pu déboucher sur des libérations d'otages? Est-ce qu'il y a là un risque politique pour Benjamin Netanyahou? Alors là aussi, c'est très paradoxal parce que moi, je pense que l'un des déterminants à agir de Biden, ça a été de faire pression sur les négociations en matière de libération d'otages, en essayant de démontrer à Netanyahou qu'une attaque sur Rafah était inacceptable et que s'il n'y avait pas d'attaque sur Rafah, Netanyahou accepterait le deal proposé par le Hamas, puisque ce qui bloque, c'est de dire « oui, on va faire une trêve, mais de toute façon, on vous attaquera après ». Bon, le Hamas n'accepte pas ce genre de discours, et peut-être que la manœuvre de Biden consistait à enlever à Netanyahou ce désir absolu d'attaquer Rafah, de manière à réhabiliter les négociations sur la libération d'otages. Si ces négociations venaient à aboutir, je ne dis pas que ce serait un grand succès américain, mais ce serait le premier rayon de soleil pour la diplomatie américaine, puisqu'elle s'est fortement impliquée dans ces négociations. Mais je pense qu'il y a une chose, que peut-être pas une, trois paramètres que Biden sous-estime. D'abord, il sous-estime le fait que Netanyahou, et d'une façon générale, les gouvernements israéliens qui se sont succédés n'ont pas de plan B à la carte de la puissance. C'est-à-dire, quand la puissance israélienne est mise au défi, comme ça a été le cas le 7 octobre, on répond par quoi ? Par un peu plus de puissance. C'est-à-dire, à part l'escalade de la force, il n'y a pas de plan B, puisque personne en Israël est véritablement acquis à l'idée d'ouvrir de vraies négociations aboutissant à la solution à deux États. Et ça, je pense que Biden le sous-estime. Deuxième élément de sous-estimation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette espèce de fierté stratégique qui pousse Netanyahou presque à se réjouir des refus américains pour dire « voyez, ça ne me fait pas peur ». Bon. Et puis le troisième élément qui est important, c'est que Netanyahou est très nettement minoritaire dans l'opinion publique israélienne. Mais il y a un point sur lequel il ne l'est pas. C'est qu'il y a encore une majorité d'Israéliens qui considèrent qu'il faut à tout prix, quoi qu'il en coûte, éradiquer le Hamas. Et donc, lorsque Netanyahou répond par un discours d'entêtement sur cette volonté à tout prix d'éradiquer le Hamas, il rencontre les faveurs de son opinion publique. Donc il se renforce d'un certain point de vue. Donc en jouant les muscles face à Biden, Netanyahou se renforce face à sa propre opinion. Ça me fait penser à ce jeu pervers des sanctions. Le dictateur qui est sanctionné bénéficie du réflexe nationaliste de sa population qui se regroupe autour de lui pour dénoncer l'acte de sanction pris par l'extérieur. C'est une logique néo-populiste qui est bien connue. En France, les réactions officielles à l'offensive de Rafah ne sont pas très audibles, en tout cas pas très nombreuses. Gabriel Attal a même, dans un incroyable faux pas en matière de timing, prononcé un discours hyper pro-israélien lors du dîner du CRIF, quelques heures avant le début annoncé, on le savait qu'elle aurait lieu, de l'offensive à Rafah. Il a notamment évoqué le témoignage poignant des parents d'une jeune franco-israélienne tuée lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Mesdames et messieurs, quand on entend de tels témoignages, je le dis, on a du mal à entendre les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. On a du mal à entendre les leçons de morale à un peuple qui a souffert une telle atrocité jusque dans sa chair. Et je le dis, devant la dignité de cette famille, devant la dignité des victimes, j'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes,
jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvement de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Alors, on a souvent dit ici qu'aux États-Unis, la tragédie palestinienne et d'autres sujets internationaux étaient souvent traités comme des problématiques de politique intérieure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en France désormais le même paradigme? Est-ce que, plus que jamais, bien loin de la prise de conscience qui peut exister dans d'autres pays européens, en France, pour prouver qu'on n'est pas un islamo-gauchiste, pour finalement alimenter le consensus des droites, c'est-à-dire la Macronie, LR et le RN, eh ben, il faut se montrer quasiment insensible au malheur des Palestiniens. Oui, je pense qu'il y a deux phénomènes qui se rejoignent, qui sont convergents. Il y a d'une part, effectivement, cette union sacrée contre l'islamo-gauchisme, l'assimilation du Hamas, ce serait normal, des Gazaouis, ça l'est quand même beaucoup moins, à l'islamo-gauchisme, comme si tous les voire au terrorisme, voire à Ben Laden. Mais voilà, exactement. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément, moi, qui me préoccupe, c'est cette façon de plus en plus banalisée de construire Israël comme étant l'aile avancée, la pointe avancée de la civilisation occidentale dans un monde de barbarie, avec comme emblème le fait qu'Israël, c'est une démocratie, ce qui d'ailleurs mériterait énormément de nuances, n'est-ce pas, mais qui conduit du coup comme une autoroute vers l'affirmation que Israël est notre allié absolu. Et on arrive à cette situation dont j'ai pu constater qu'elle est à la base de la révolte étudiante, d'une indifférence incroyable à l'égard des morts gazaouis depuis le 7 octobre. Dans le fameux discours que tu citais, pas une fois référence a été faite à ces 35 000, mais ils sont probablement beaucoup plus nombreux, morts de Gaza. Moi, j'aimerais quand même que l'on voit ce que ça veut dire 35 000 morts à Gaza. 35 000 pour une population de 2 200 000 habitants, ce serait l'équivalent en France d'1 million de morts. Imagine qu'il y a un bombardement en France, eh bien, c'est le 60e de la population, c'est exactement le cas à Gaza, qui périrait, c'est-à-dire la France aurait 1 million de morts. Et quand on voit l'incroyable indifférence des dirigeants, je dirais d'une façon générale de la classe politique, car rares sont ceux... Et de la classe médiatique aussi. Et de la classe médiatique. Même certains médias, c'est plus que ça. Hein. Bon, pas tous, hein, là aussi, il faut savoir distinguer. Et je rends hommage de ce point de vue-là au service public. Hein. Les médias du service public parlent de ces questions. Mais les médias privés, les chaînes d'information continue, c'est effrayant. Bon, et tout ça crée une situation absolument insupportable. Moi, je me demande dans quelques années, lorsque les historiens s'empareront de cette question, comment on écrira et décrira le comportement des responsables politiques. C'est quelque chose de terrible. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on prend de plus en plus conscience que dans le monde tel qu'il est, utiliser la mort d'êtres humains innocents comme monnaie d'une politique de puissance, ça c'était possible à l'époque coloniale, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a une vraie révolte sociale. Parce qu'en plus, l'indifférence objective du leadership politique français est même contradictoire avec la doctrine toujours professée par la diplomatie officielle. C'est-à-dire que quand il y avait les audiences à la Cour internationale de justice, la parole du délégué français était finalement aux antipodes de comportement officiel français. Le délégué français à la Cour internationale de justice quasiment qualifiait ce qui se passe en Israël d'apartheid, ne se distinguait pas tellement de toutes les opinions considérant qu'il y avait un risque accru de génocide. Et quand on retourne à la maison, on a l'impression que le pouvoir politique s'est affranchi du cadre doctrinaire, on va dire, historique de la France sur cette histoire.
Oui, tu mets le doigt là sur un aspect particulièrement grave de la vieille culture des relations internationales. Qu'est-ce que c'est que la vieille culture des relations internationales? Ça consiste à dire les questions internationales, c'est le monopole du prince, ce qu'on appelait plus autrement le domaine réservé, mais ce qui était aussi la marque d'un absolutisme qui, au moment des Lumières et de la Révolution française, a été dessaisi des questions de politique intérieure. La politique internationale, ça reste l'affaire du prince. Et le prince en fait ce qu'il en veut. Lorsqu'il agit sur la scène internationale, il peut tenir des propos qui seront de ce fait différents des propos tenus dans l'espace public national. Dans l'espace public national, il faut à tout prix dire les deux choses que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire le véritable ennemi, c'est l'islamisme, alors qu'on appelle des termes les plus farfelus, l'un des plus gaguesques étant le frérot-salafisme, alors qu'on sait que les frères musulmans et les salafistes, c'est deux courants tout à fait antagoniques. Bref, donc, dans l'espace public national, il faut décrire, il faut condamner cet ennemi islamique qui devient une sorte de référent hystérique. Et dans les musulmans de l'intérieur, les musulmans français sont la continuité naturelle. Voilà, absolument, d'où effectivement ces prises de position contre la migration, contre le séparatisme et tout un tas de choses. Il faut aussi montrer que notre civilisation est portée par le fanion israélien. Mais lorsque l'on est sur la scène internationale et qu'on négocie avec d'autres, on peut avoir un autre langage. C'est ce que l'on appelait autrefois la realpolitik, le cynisme des politiques étrangères. Ça, c'était possible quand l'émissaire français se rendait au congrès de Vienne ou au congrès de Berlin et que personne de l'opinion publique n'était mis au courant. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que tout se voit et tout s'entend. Alors, mais ce qui est fou, c'est que ce faisant, le pouvoir politique français, qui s'est présenté comme progressiste jadis et qui, en tout cas, n'est pas officiellement d'extrême droite, détruit les liens sociaux et finalement fragilise le tissu national à l'occasion d'une crise qui se passe pas très loin, mais qui n'est pas non plus une crise interne et précipite la France peut-être vers des abîmes porteuses de calamités. Alors c'est fou. Tu en es témoin, à Sciences Po où tu enseignes, il y a une quasi-atmosphère de chasse aux sorcières. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce qui se passe là et en quoi ça entre en résonance avec la situation nationale et internationale liée à ce conflit au Proche-Orient? Mais tout à fait, le discours qui est tenu sur les étudiants en général et ceux de Sciences Po en particulier est un discours qui consiste à dire, ils sont ultra minoritaire. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en même temps, vous avez d'autres qui disent Sciences Po est devenu un bunker islamo-gauchiste. C'était la phrase de Gérard Larcher. Mais en même temps, on vous dira, mais ces mouvements-là, ils sont ultra minoritaires. Bon, faudrait savoir si on est un bunker islamo-gauchiste ou si on est des ultra minoritaires. Et ils bloquent, alors que généralement, ces minorités ou ces groupes qui se mobilisent ne bloquent rien, n'est-ce pas? Et ils sont noyautés par la France insoumise ou je ne sais quoi. Ou le Hamas. Ou le Hamas, carrément. Donc, à chaque fois, le discours est le même, c'est-à-dire consiste à dénoncer la petite minorité d'activistes, sans voir que derrière ceux qui se mobilisent le plus, mais ceux qui se mobilisent le plus tout le long de l'histoire, ça a toujours été une minorité. Derrière, il y a une opinion estudiantine. Et moi, lorsque j'ai participé à un débat, qui était un débat uniquement scientifique, ce n'était pas un débat politique, sur Gaza, le 30 avril dernier, avec d'autres personnes d'ailleurs, dont une représentante de Médecins du Monde, un professeur de droit international, un professeur, un universitaire palestinien, une journaliste, eh bien, on a vu que l'amphi était bourré, était plein. Je n'ai pas entendu un slogan qui ait dérapé. Il n'y avait pas une banderole dans le grand amphi de Sciences Po. Les gens écoutaient. On a eu un vrai débat avec des vraies questions posées par les étudiants qui vraiment sont totalement habités par
ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire cette nouvelle pente des relations internationales, où le véritable enjeu, c'est la souffrance sociale, et où, effectivement, il faut séparer la condition humaine des risques stratégiques qui dérivent de cette politique étrangère à l'ancienne. Et ça, bon, le pouvoir ne le voit pas. Alors, pour évoquer la diplomatie française, continuer à évoquer la diplomatie française, en quelques phrases, hein, j'imagine que tu as observé la visite officielle du président chinois Xi Jinping et les critiques qui l'ont accompagné vis-à-vis d'un Emmanuel Macron qui en a peut-être fait trop. On pense notamment aux critiques de Raphaël Glucksmann. Alors, c'est quelque chose comme une sorte d'arlésienne, de marronnier quasiment, qui revient à chaque fois qu'on a la visite d'un dirigeant de pays qui n'est pas un pays, une grande puissance montante, mais qui n'est pas démocratique. Alors, quelle est la bonne distance, hein, au-delà de la posture morale, la meilleure manière d'interagir avec une grande puissance non occidentale comme la Chine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, première remarque, l'Europe en général, et la France ne fait pas exception, n'a jamais su définir une forme efficace et pertinente de partenariat avec les puissances émergentes. Il ne s'agit pas seulement de la Chine. On peut dire la même chose du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de la Turquie peut-être, du Nigeria, je ne sais. Et ça, c'est parce que l'histoire européenne, pendant 4 siècles, a été une histoire d'entre-soi. Et devoir construire un partenariat avec des gens qui ne sont pas de la famille, qui sont perçus comme des parvenus, des nouveaux riches, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Il y a des gens, y compris à droite, qui ont fait des pas en ce sens. Jean-Pierre Raffarin, par exemple, a pris des attitudes courageuses. Tu te souviens, lorsqu'il était Premier ministre. Mais d'une façon générale, ça n'aboutit jamais parce qu'on ne sait pas quel est le bon partenariat, alors que ce partenariat est essentiel. Deuxième remarque, qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? La diplomatie a été définie par un universitaire canadien de manière, je trouve, excellente, qui consiste à dire c'est l'art de gérer les séparations. Le diplomate n'est pas là pour prendre le thé avec le prince de Monaco ou avec le grand-duc du Luxembourg. Il est là pour parler à tout le monde. Et parler à quelqu'un, ce n'est pas le légitimer, ce n'est pas l'excuser, c'est encore moins l'approuver, c'est d'une part tenter de trouver un mode de partenariat qui soit véritablement assumé de part et d'autre, c'est d'essayer de comprendre l'autre, ce qu'il a derrière la tête, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il attend, et c'est peut-être essayer de trouver des pistes de rapprochement, je dirais, des aubaines diplomatiques où on peut travailler ensemble. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels la France et la Chine peuvent travailler, notamment vu ce qu'est la paralysie des rapports entre la Russie et l'Europe occidentale. Bon, dénoncer le fait de rencontrer le président chinois, alors peut-être qu'il ne fallait pas le rencontrer comme ça, peut-être qu'il ne fallait pas l'emmener dans les Pyrénées, j'en sais, c'est pas le problème. Mais avoir le culot de dire que, ah ben non, on ne parle pas aux dirigeants d'une puissance d'1,5 milliard d'habitants, c'est complètement stupide. Le propre du diplomate, c'est qu'il parle à tout le monde. Et de même, il faut savoir parler autant à Israël qu'aux Palestiniens, ce qu'on ne sait pas faire. À chaque fois qu'il est question de parler au Hezbollah ou Hamas, mais c'est comme si on prononçait une phrase blasphématoire. Mais ce sont des acteurs, il faut bien leur parler. D'ailleurs, on leur parle. La preuve, c'est qu'on leur parle, mais à travers le Qatar ou l'Égypte. Mais on leur parle quand même, puisqu'on leur parle par des intermédiaires. C'est un échange hypocrite, mais c'est un échange réel. Donc, effectivement, moi, je pense que cette phrase de Raphaël Glucksmann n'avait pas grand sens. Merci Bertrand. Nous voici arrivés donc à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux. Si vous avez apprécié cette émission et que vous voulez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas, devenez sociétaire
ou abonnés du média. Merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information et d'engagement. Gardez votre télécommande bloquée sur le canal 350 de la Freebox pour ceux qui sont abonnés Free et agissons pour que le média soit bientôt disponible sur toutes les boxes et sur la TNT. Nous avons déposé un dossier. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, les réseaux sociaux et notre site internet. À bientôt.